Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire d'Alice Pharma à l'occasion de la présentation des résultats cliniques de phase 2B de la société dans l'addiction au cannabis. J'ai le plaisir d'avoir avec nous M. Pierre Vincenzo Piazza, directeur général, Mme Stéphanie Monletin, directrice des opérations, Bonjour. et M. Arsène Guekam, Chief Corporate Development Officer. Avant de leur laisser la parole, je vous précise que vous avez la possibilité de poser vos questions à l'écrit via un système de chat qui se trouve en bas de vos écrans et il y sera répondu à la fin de la présentation. Je laisse à présent la parole à M. Pierre Vincenzo Piazza. Donc, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc, on va commencer par rappeler, après les disclaimers habituels, rappeler le design de cette phase 2B. Donc, la première chose à considérer, c'est que c'est les premières études d'une taille si importante, avec autant de centres cliniques, en plus certains académiques et d'autres professionnels, dont Pharma c'était le sponsor et qui focalisait sur la possibilité d'un traitement de modifier des endpoints binaires dans l'addiction au cannabis. Le professeur Levin était le coordinating PI à Columbia, donc c'est une étude double-blind contrôlée par les placebo. On inclut 333 patients dans 11 centres cliniques aux États-Unis, avec 3 doses d'AF117 qui ont été testées versus placebo. Les traitements étaient d'une fois par jour pendant 3 mois et le but général de l'étude, c'était d'identifier quel pouvait être l'endpoint primaire à utiliser dans des prochaines études cliniques ainsi que la dose optimale. Donc, on a regardé des endpoints de sécurité et tolérabilité, comme les événements adverses provoqués par le traitement, en incluant des mesures biologiques, l'électrocardiogramme, d'autres mesures plus objectives de l'état du patient. On avait aussi des endpoints pharmacokinétiques où on voulait vérifier quelle était la cible, que c'est en fait les concentrations de base du composé une fois qu'on arrive au steady state, et aussi évaluer quand on arrivait au steady state et qu'est-ce qui s'est passé après le steady state. Et à la fin, une fois qu'on arrêtait les traitements, quelle était la clearance de la substance. Alors, on a mesuré des endpoints binaires. Donc, qu'est-ce que c'est un endpoint binaire? C'est un endpoint qui mesure la proportion de participants qui atteignent un critère prédéterminé. Et dans notre cas, les critères prédéterminés, c'était des critères des pourcentages de patients qui baissaient leur consommation de cannabis par jour chaque semaine, à 1 jour, 2 jours, ou rien du tout, donc à l'abstinence totale. Il faut considérer que dans la population qu'on a étudiée, ces patients consomment pratiquement tous les jours. Après, on a aussi mesuré des endpoints qualitatifs, ou non, quantitatifs, qui mesuraient des différentes façons d'utilisation de cannabis, dans le sens du nombre de jours d'utilisation, combien les gens dépensaient par jour pour acheter du cannabis, et la concentration des métabolites du THC, qui sont une mesure objective, parce que toutes les autres mesures sont en fait basées sur le reporting des patients. On a aussi mesuré d'autres paramètres reliés à l'utilisation de cannabis, comme la qualité de vie, la qualité du sommeil et l'anxiété et la dépression en utilisant l'échelle de Hamilton. Alors, quels sont les résultats?
tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est que les composés confirment l'effet d'être très safe, bien tolérés, et on n'a pas du tout remarqué des différences en fait majeures entre les événements adverses à travers tous les groupes expérimentaux, y compris les placebos. La pharmacokinétique, elle est bonne, je dirais, ce que dans la fourchette de ce qu'on attendait, donc il y a une linéarité de l'exposition en fonction de la dose. Les concentrations à steady state étaient dans les ranges qu'on avait prédits. Il faut rappeler qu'on a un modèle de pop-PK qui nous permet de faire des prédictions sur le comportement pharmacokinétique de la F117. Et aussi, donc, comme prédit par ces modèles, on arrive au steady state à 28 jours et après ces dates, les concentrations ne s'accumulent plus, donc on a une concentration stable. Et une fois qu'on arrête le traitement, eh bien, les concentrations de la F117 diminuent de façon, là encore, en accord avec les prévisions qu'on avait faites. Donc, la chose qui notre étude montre, c'est qu'en fait, c'est difficile d'utiliser des endpoints binaires pour mesurer des modifications dans l'utilisation des cannabis. En fait, nous avons trouvé aucun effet significatif, mais en général, le nombre de participants qui ont atteint un de ces critères que vous avez ici, même dans l'étude, même dans les bras placebo, chose qui indique une insensibilité de cette mesure dans cette population clinique. Encore une fois, c'est la première étude où on a essayé de mesurer d'un point binaire dans des patients addicts au cannabis. Donc, la conclusion de cette première partie, c'est oui, il n'y a pas d'effet significatif, mais en même temps, c'est qu'en fait, ce type de mesure ne paraît pas être assez sensible pour être utilisé dans cette population. En revanche, quand on regarde les endpoints quantitatifs, on trouve des trends presque significatifs dans des comportements reliés à l'utilisation de cannabis, comme une augmentation de la qualité du sommeil, une diminution de l'anxiété et de la dépression, et aussi une amélioration, entraîne à l'amélioration de la qualité de vie. Je voudrais attirer votre attention sur l'anxiété et la dépression parce qu'en fait, il est notoire que les antagonistes du CB1, comme les rimonabants, augmentent de façon significative l'anxiété et la dépression. Et l'effet de voir que notre composé il diminue, je pense qu'enlève une de problème potentiel, une des questions qu'on a souvent sur cette classe, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous n'avez pas les effets indésirables qu'on avait avec les antagonistes CB1? Ben, la réponse à cette question, pas seulement on ne les a pas, mais on va dans le sens inverse. Donc, ça confirme là les différents mécanismes d'action et la nouveauté de nos molécules. On trouve aussi des trends consistants à une diminution générale de l'utilisation du cannabis qui deviennent très significatifs dans les participants avec un COD modéré. Et ça me permet de rebondir sur la comparaison des résultats de cette phase 2B avec celui de la phase 2A. Parce que dans la phase 2A aussi, on avait trouvé
un effet sous des variables quantitatives, et cette étude était surtout faite chez des patients modérés. Donc, je vais vous le montrer plus en détail. En fait, dans la phase 2A, on avait 80% de sujets moderate ou mild. En revanche, dans la phase 2B, on a 82% de sujets sévères. Alors, la phase 2A reflète l'épidémiologie de l'addiction au cannabis parce qu'en fait, dans la population de gens qui ont une addiction au cannabis, 80% ont une addiction modérate ou légère et seulement environ 20% ont une addiction sévère. Alors, pourquoi on sait, et dans les deux études, les critères d'inclusion étaient pratiquement identiques. Pourquoi on s'est retrouvé avec cette très forte différence? Ça, c'est une question qu'on est en train d'analyser. C'est probablement dû aux moyens de recrutement. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, vous faites le recrutement pas sous des filières actives, comme en France, par exemple, à savoir des patients qui sont suivis déjà par les centres spécialisés, mais en passant des annonces dans les métros, dans les journaux, et après, les gens appellent les centres. Bon, la phase 2A, c'était une étude faite dans la clinique. La phase 2B, c'était sous des patients en conditions de vie réelle. Dans la phase 2A, on n'a pas mesuré de endpoint binaire, alors que c'était le focus principal de la phase 2B. Alors, pourquoi on ne les a pas mesurés dans la phase 2A? Tout simplement parce que dans ce type d'étude, vous ne pouvez pas mesurer de endpoint binaire parce que vous avez, pour avoir des endpoints binaires, vous avez besoin d'une population de patients très importante, comme dans la phase 2B, qui n'est pas compatible avec une étude de type phase 2A. Donc, dans la phase 2A, à la fin, on n'a mesuré que des endpoints quantitatifs. Un, c'était les effets subjectifs que malheureusement, on ne peut pas étudier en phase 2B parce que vous avez besoin d'avoir les personnes en laboratoire pour pouvoir le faire. Mais on a aussi mesuré l'utilisation de cannabis par un protocole de self-administration. Et donc là, on trouve des résultats concordants parce qu'on a une diminution significative de l'utilisation de cannabis dans la phase 2B, dans la même population que la phase 2A, à savoir avec des patients avec un COD modéré. Alors, quels sont les takeaways qu'on peut prendre de cette étude? Donc, la première, c'est que endpoint binaire ou qualitatif, si vous voulez, ne paraissent pas adaptés à évaluer des modifications dans l'utilisation de cannabis dans les patients qui ont une addiction à cette drogue. Hein? Qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est qu'on a eu très peu d'effets mesurables, même dans les bras placebo, que c'est une caractéristique qui permet de dire classiquement que la mesure n'est pas sensible. Et pour ces endpoints, plus qu'une étude négative, il faudrait considérer cette étude comme une étude failed, à savoir qui n'a pas marché et qui a démontré en fait qu'on ne peut pas mesurer ces endpoints. En fait, la différence entre une étude failed et une étude négative, c'est qu'une étude négative mesure ce qu'elle veut mesurer, elle montre qu'il n'y a pas d'effet, et une étude failed, c'est en revanche une étude dans laquelle on n'arrive pas à mesurer ce qu'on aurait voulu mesurer. Le deuxième takeaway, c'est que les endpoints quantitatifs paraissent être les meilleures approches pour mesurer des modifications de prise dans les patients avec une addiction au cannabis. En fait, comme on l'a vu, on a trouvé des trends consistants et dans certains cas statistiquement significatifs
dans des endpoints quantitatifs de prise de cannabis et aussi dans d'autres comportements reliés à la prise de cannabis. Le troisième takeaway, c'est qu'en fait, le fait de montrer que la F117 est pharmacologiquement actif et de façon consistante entre la phase 2A et la phase 2B nous permet de dire que cette étude renforce et valide ultérieurement toute la classe de médicaments qu'on est en train de développer, parce que notre premier médicament, il montre bien d'arriver au cerveau et avoir des effets comportementaux reproductifs. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant, aussi après discussion avec notre partenaire Indivior, c'est d'analyser encore, faire du quality control de toute la base de données et investiguer ultérieurement cette amélioration quantitative, parce que, comme je vous ai dit, en fait, on s'était jusqu'à aujourd'hui surtout concentré sur les endpoints binaires ou, si vous préférez, qualitatifs. Donc, en fin de compte, c'est une étude qui amène un certain nombre d'informations très positives et très utiles qu'on n'avait pas avant de pouvoir le démarrer, comme le fait qu'il faut utiliser des endpoints quantitatifs, et très important que notre classe pharmacologique est validée. Alors, juste un rappel des prochaines étapes pour notre société. Donc, d'abord, je peux vous confirmer que nous avons une position de cash qui nous donne de la visibilité jusqu'à la fin 2026, que dans la situation actuelle, c'est quand même une bonne nouvelle. Après qu'on aura les premiers résultats du deuxième composé dans les syndromes de Down, au dernier trimestre 2024, et qu'on pense lancer en 2025 la phase 2 de cette étude. Et nous sommes d'autant plus confortés dans l'attente de ces résultats par la validation de la classe pharmacologique des résultats de phase 2B avec la F117. Nous avons aussi des nouveaux composés CB1 avec des effets innovants, différents du 117 et du 117, même s'ils appartiennent à la même classe, qui élargissent nos perspectives thérapeutiques. Et on s'est donné deux targets de développement précis. Un, prouver que nos composés peuvent être utilisés dans l'obésité et dans des ordres métaboliques, surtout dû au fait que maintenant on sait que même un traitement chronique avec ces composés n'a pas les effets indésirables des antagonistes du CB1 comme le rigonambant. Et un autre target qui nous intéresse, c'est les désordres qui dépendent d'une dérégulation de la dopamine avec une attention particulière à l'ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Deficit Disorder. Voilà, donc on a beaucoup de choses encore sous les coudes, sous lesquelles nous travaillons activement et surtout confortés par la première validation de notre classe pharmacologique. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. On serait heureux de prendre vos questions s'il y en a. Merci beaucoup pour cette présentation. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent en effet poser des questions à l'écrit. Et en effet, on a d'ores et déjà des questions. Vous avez évoqué les critères binaires. Mais est-ce que vous pouvez rappeler quel était le critère principal? N'était-il pas quantitatif? Oui, mais je l'ai mis dans ma présentation. Oui, le critère principal, c'était un critère binaire, tout simplement parce qu'on s'est basé sur ce qu'on fait normalement avec d'autres addictions, comme par exemple l'addiction aux opioïdes, ou même l'addiction à
à l'alcool. Et donc, voilà, mais le problème, encore une fois, que si pour l'alcool, les opioïdes, on a des grosses études qui donnent un enseignement sur comment aborder ces populations de patients. En revanche, pour le cannabis, c'est la première étude de ce type, et donc on en tire un enseignement différent. Merci beaucoup. La question un peu corollaire, quels sont les taux mesurés, s'il est possible de les donner, sur ces endpoints binaires? Les taux de réduction. Les taux mesurés. Les données ou taux de Alors, réduction. on va, à aujourd'hui, comme je disais, on n'a pas fini l'analyse parfaite des résultats qui nous permet de communiquer des valeurs. Donc, c'est une chose qu'on est en train de faire. On n'aime pas vraiment communiquer des choses après revenir en arrière. Donc, on va, dès qu'on a terminé les quality control de la base de données, une fois qu'on a terminé les nouvelles analyses, on va organiser un nouvel webinaire où on va montrer et communiquer tous les résultats, y compris la signification statistique. Merci. Alors, justement, la signification statistique, c'est un peu la question suivante. Sur la population modérée, vous avez parlé d'une réduction, donc est-ce que celle-ci a atteint cette significativité et quelle était-elle? Encore une fois, le but de cette conférence est de donner les top line results. Honnêtement, on ne serait pas une société cotée et on aurait pu prendre le temps qu'il faut pour communiquer les résultats. J'aurais attendu au moins un mois supplémentaire avant de faire cette conférence. Là, vous savez très bien que malheureusement, on ne peut pas. Et donc, encore une fois qu'on aura terminé les analyses, on vous communiquera tout. Pour les paramètres desquels je parlais qui étaient significatifs, il était très significatif. Merci Pierre-Vie. Une question sur vos démarches du coup avec la FDA, avec cette issue de l'étude. Est-ce qu'elle pourrait accepter un de ces endpoints critères pour la suite? Absolument. Moi, je pense que oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les maladies en général, on utilise, sauf les cancers, on utilise toujours des critères qualitatifs. Dans le cas de l'addiction, il y a un mouvement de changement avec les FDA, et donc c'est possible. C'est possible qu'ils nous demandent de l'associer avec des améliorations fonctionnelles pour les patients, mais disons qu'on sait déjà qu'on voit des effets, par exemple, d'amélioration du sommeil, diminution de l'anxiété et de la dépression. Il faut savoir que chez les patients avec une addiction au cannabis, il y a un plus fort taux de dépression et anxiété qu'en population générale. Donc, je pense que c'est quelque chose de possible, mais on n'a pas encore discuté avec l'FDA. Mais l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre face aux évidences, parce qu'en gros, chez la population adulte, notre étude, je ne pense pas me tromper quand je dis c'est celle qui montre, la seule qui montre un effet, et qui montre en effet, dans certains cas, d'une bonne amplitude. Et donc, je pense que la FDA va être ouverte aussi parce que, rappelons-nous qu'aux États-Unis, 7% de la population de 12 ans et plus, à savoir 19 millions de personnes, ont été positifs à un diagnostic de COD et que 80% de cette population a une sévérité de l'addiction au cannabis qu'elle est modérée ou mild, à savoir la fenêtre dans laquelle nous, on voit des effets. Merci. Quelques questions se sont ajoutées entre-temps.
Et justement, sur l'aspect patient modéré, hypothétiquement, est-ce que c'est une population sur laquelle vous pouviez refaire une nouvelle étude avec le 117? Je ne sais pas. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'il y a assez de patients pour pouvoir refaire une étude avec des patients modérés? Ben, la réponse est oui, parce qu'il y a plus de patients modérés et mild que des patients sévères. Donc, il n'y a absolument aucun problème avec ça. En termes de développement, je pense. Ou si c'est en termes de développement, oui, je pense que c'est une population qui reste très intéressante. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les domaines de l'addiction en général, il y a une tendance à prendre les patients de plus en plus tôt. En fait, aujourd'hui, si on regarde, par exemple, dans les domaines du cancer, combien d'anticancéraux il y a qui marchent quand le patient est complètement métastasique de partout? Il n'y en a pas. Dans quelle pathologie, haute pathologie, on attend que les patients soient dans un cas vraiment sévère avant de commencer à les traiter? Aucune. Donc, cette espèce de bon sens n'a pas été utilisée aujourd'hui dans les domaines de l'addiction, où on a tendance à traiter les patients que quand ils sont dans un état extrêmement sévère, avec plus de difficultés à les traiter. Donc, je pense que le 117 pourra être épousé pour renforcer cette cause de la part des KOL et aussi ouvrir cette porte à commencer à traiter ces patients qui en ont très besoin avant qu'ils soient vraiment sévères. Il faut savoir, c'est pas, on n'est pas sévère ou modéré, mais on démarre comme mild, on passe à modéré pour évoluer vers sévère. Merci pour ces explications. Alors, on a reçu une nouvelle question, toujours dans cette tendance, au fait. Est-ce que les patients modérés sont ceux qui ont aussi la tendance à chercher une solution contre l'addiction? Alors, moi, je pense que oui, parce qu'en fait, les statistiques, une grosse partie des statistiques viennent des centres qui curent les patients. Et si on regarde la compliance ou la capacité de rester dans l'étude jusqu'à la fin des patients modérés est plus élevée que celle des patients sévères. Donc, un patient modéré est déjà un patient en demande de traitement. Oui, non, moi je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ce point-là. Si vous voulez, vous avez la plus large population et vous avez une population qui est en demande de traitement. Il faut se rappeler quand même que depuis quelques années, les nouvelles entrées dans les centres de traitement pour l'addiction, la demande la plus forte, c'est pour les thérapies pour l'addiction au cannabis. Parce que si vous faites les parallèles avec les tabacs provoquent une addiction et a des effets indésirables physiques très importants, mais ne désocialise pas la personne. Même des fois, il est considéré d'avoir des effets positifs sur la capacité d'une personne à travailler. Le cannabis, c'est l'opposé. Un patient qui fume du cannabis tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est un patient qui n'arrive pas à avoir une vie normale et qui est très rapidement désocialisé. Merci. Une autre question. Compte tenu de l'excellent profil de sûreté du produit, pensez-vous qu'une dose plus élevée pourrait aussi diminuer la consommation de cannabis chez les patients sévères? C'est bien sûr. C'est quelque chose à évaluer. Encore une fois, je comprends un certain impatience à connaître plus de détails sur les résultats. Je peux vous garantir qu'on la partage, cette impatience, mais il faut nous donner un peu de temps pour aller à fond. Encore une fois, le style de l'équipe scientifique d'Elise, elle est quand même très, comment dire, on est assez dur
avec nous-mêmes et avec les résultats, juste pour vous dire que dans cette étude, à la place d'avoir un statisticien indépendant, on en avait deux, justement pour être sûr que les résultats soient concordants. Donc, on va revenir. C'est bon. C'est bon. On va revenir vers vous quand on aura des résultats solides et parfaits. Merci Pierre-Louis. La question suivante. Sur les critères qualité de vie, sommeil par exemple ou dépression, est-ce qu'on ne sort pas de l'indication initiale puisqu'il y a déjà des traitements pour améliorer le sommeil, réduire la dépression et ainsi de suite? Alors, je ne pense pas... à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est que AF117 va être un anxiolytique parce qu'on n'a pas fait d'études chez des patients avec l'anxiété. En revanche, il y a un très gros espace de marché pour le traitement de l'anxiété et des perturbations du sommeil. Parce que les molécules les plus utilisées, c'est les anxiolytiques, les benzodiazépines, qui ont des effets indésirables très importants, qui donnent de l'accoutumance, de l'addiction et qui rendent à des doses fortes une vie normale pas possible. Donc, si par hasard il se confirmerait ou si on décide de faire une étude à l'anxiété, et si AF117 marcherait dans l'anxiété avec notre profil de sécurité, là, il pourrait être un médicament avec beaucoup de succès. Merci. Dans vos slides, vous avez évoqué d'autres programmes cliniques en cours ou potentiellement futurs. Est-ce que cette étude de phase 2B avec cette classe de médicaments permet de vous en dire plus sur quoi améliorer, comment procéder pour la suite? Alors, je pense que la première chose qui nous dit, ça c'est la grosse bonne nouvelle, on n'est pas surpris mais on est content, c'est cette étude valide que ces molécules qui ont vraiment un mécanisme d'action qui n'avait jamais été testé chez l'homme sont pharmacologiquement actifs et qu'ils font ce qu'ils sont supposés faire. Okay? Donc ça nous conforte pour toute notre pipeline successive. Après, il nous dit que peut-être, alors je ne sais pas si c'est lié à nos médicaments ou en général, les binary endpoints, c'est quand même compliqué. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans tout notre développement clinique, on ne mesure pas des binary endpoints, mais on mesure des endpoints quantitatifs et surtout des modifications fonctionnelles. Parce que l'autre problème avec l'addiction, c'est qu'en fait, vous êtes en train de mesurer une modification dans un comportement qui demande la participation active du sujet, chose. Donc ça, c'est les critères les plus difficiles à atteindre. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, encore une fois, chez les adultes, il n'y a pratiquement pas d'études positives pour les cannabis, alors que c'est beaucoup plus facile d'atteindre des endpoints où le patient n'a pas besoin de participer avec sa volonté de façon active, mais où vous mesurez des modifications fonctionnelles. Voilà, donc il nous dit en gros qu'avec nos autres développements, on est en good track. Merci. Une nouvelle question, cette fois-ci sur le partenariat avec Indivior. Est-ce que vous avez plus de détails à donner sur la position d'Indivior suite à ces résultats? Ok, donc Indivior, il a annoncé, mais c'est dit dans notre communiqué de presse, qui, et c'est compréhensible, ne souhaite pas exercer l'option, parce que le but de l'option, c'était dans les cas d'une étude de phase 2B qui permettait de rentrer directement en phase 3. Donc, bon, ça c'est clair, c'est pas très surprenant. En revanche, on a beaucoup travaillé avec eux au cours de ces 3 derniers jours
ils sont intéressés à revoir les résultats positifs qu'on a et voir avec nous quelle est la meilleure option pour aller plus loin. Merci. Donc, en d'autres termes, ils n'ont pas abandonné le projet. Merci. Une nouvelle question. Jusqu'à présent, la FDA ne semble pas avoir accepté les endpoints binaires. Pourquoi pensez-vous qu'elle puisse accepter cela pour, par exemple, le critère amélioration de la qualité de vie? Alors, ça c'est une très bonne question. À savoir que l'FDA jusqu'à maintenant, dans ce domaine, avec la vieille équipe, préférait des endpoints qualitatifs pour la quantité utilisée. À un moment donné, le moment où vous lui montrez que dans une population spécifique, vous ne pouvez pas les utiliser, sont quand même assez raisonnables. En revanche, pour des paramètres comme la qualité de vie, ils sont toujours acceptés des endpoints quantitatifs, tout simplement parce que la qualité de vie, vous ne pouvez pas la mesurer de façon binaire. Et pour les FDA, en fait, des paramètres comme la qualité de vie, la fonctionnalité du sujet sont même plus importants que la réduction de la prise. En fait, la réduction de la prise, pour eux, c'est un paramètre qui doit prédire la meilleure qualité de vie du sujet, parce que le but final d'une thérapie, c'est d'améliorer la qualité de vie du sujet. Je pense que si vous trouvez, je fais un exemple, un médicament qui permet de fumer sans donner de cancer et des problèmes cardiovasculaires, les médicaments auraient un très très gros avenir. Merci pour l'exemple. À ce stade, c'était la dernière question. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser la question à l'écrit s'ils le souhaitent. Une nouvelle question vient d'arriver. Des études cliniques avaient montré un fort effet placebo sur la réduction de la consommation de cannabis. Votre étude montre un faible effet placebo. Il est possible que ce soit lié à votre étude et donc les critères binaires pourraient être retenus? Non. Les études qui ont montré un gros effet placebo n'utilisaient pas des critères binaires. C'est des critères, à savoir, ils n'utilisaient pas des critères binaires dans le sens comme nous l'avons utilisé, à savoir, une fois que vous, au cours de l'étude, vous n'atteignez pas les critères, vous êtes considéré un non-répondeur. Ils sont plutôt utilisés les critères binaires avec une approche quantitative plus que vraiment qualitative. Deux, les études plus grosses qui ont été faites aux États-Unis sont sous 120 patients total avec plusieurs doses et aucun de ces études a donné des résultats positifs. C'est vrai qu'on s'entendait à avoir un effet placebo plus important. Alors, à quoi c'est dû? Il y a plusieurs possibilités. Un, la population des patients qui, de façon que nous, on ne pouvait pas contrôler dans cette étude, c'est surtout des patients sévères. L'effet que par rapport à d'autres études, on avait plus de visites, mais moins de psychothérapie active, parce qu'on sait que les psychothérapies, en général, ont un effet positif sur la prise de cannabis. Mais en gros, ce que l'étude dit, c'est que quand vous faites une étude avec les bons critères de qualité, avec une cohorte assez grande pour pouvoir tirer des conclusions, eh bien, les critères binaires ne paraissent pas marcher. Et ils ne marchent pas non plus
dans les études académiques. Mais c'est vrai qu'on a un effet placebo plus faible. Et c'est pour ça qu'on dit que en fait, ce n'est pas une étude négative, parce que d'abord, l'étude est positive pour les critères quantitatifs, mais plutôt pour les critères binaires, une failed study. Merci. Nous n'avons pas d'autres questions. OK. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention et pour avoir partagé les nouvelles de cette étude de phase 2B qui, en fin de compte, nous trouvons très encourageante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez à présent vous déconnecter.